La République islamique est en train de saigner, perdant des millions de dollars chaque jour, et même sa propre direction admet que la guerre leur échappe. Alors pourquoi le régime ne se rend-il pas? Et pourquoi les médias occidentaux vous disent-ils le contraire? Que l'Amérique et Israël sont ceux qui perdent cette guerre. Nous allons tout analyser aujourd'hui dans le Quad. Bienvenue sur le Quad sur JNS TV. Je suis Émilie Schrader, je remplace Fleur qui est à distance cette semaine. Mais avant de commencer avec nos formidables invités, je voudrais jeter un œil à cette vidéo que la République islamique diffuse, selon même certains de leurs propres responsables. Regardez ce que le président du régime, Massoud Pezeshkian, a déclaré au sujet du blocus actuel du détroit d'Ormuz. À notre cher peuple qui est maintenant prêt, qui est sur le terrain, ici aussi, j'ai dit que nous avons une simple demande, qu'ils réduisent leur propre consommation d'énergie électrique. Ils ont frappé nos infrastructures, ils nous assiègent pour que le peuple devienne mécontent et que la satisfaction qui existe actuellement se transforme en insatisfaction. Comme vous pouvez le voir, les choses ne se passent pas vraiment bien en Iran sous le régime islamique. Aujourd'hui, nous accueillons des invités formidables, dont Fleur Hassan Nahoum à distance. Malheureusement, nous avons aussi ici en studio Shoshana Kitz-Jaskol et nous avons une invitée spéciale aujourd'hui. Goldie Gamari, commentatrice politique et ex-députée du Canada. Merci d'être avec nous. Goldie, je commence par toi. Quelle est ta réaction face à ce que nous entendons, cette rhétorique du régime qui essaie de se présenter comme maîtrisant la situation et en position de force? Et pourtant, nous voyons très clairement qu'ils sont en train de perdre énormément, que ce soit sur le plan économique ou dans tout ce qui se passe sur le terrain. Oui, Saliva. Tout d'abord, c'est un plaisir d'être ici. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis vraiment ravie d'être ici avec vous tous. En ce qui concerne le régime, je veux dire, c'est juste un autre indicateur que le régime est en train de s'effondrer. Donc, le fait que Pezeshkian essaie maintenant de convaincre le peuple iranien de consommer moins d'électricité dans un pays qui devrait être très riche en ressources énergétiques. Pourtant, nous savons que ce n'est pas le cas. Mais c'est juste un autre indicateur que le régime islamique s'effondre de l'intérieur. Ils essaient de montrer une façade forte, mais le peuple iranien sait mieux que ça. Donc, aussi difficile que soit la situation pour le peuple iranien en ce moment, ce message de Pezeshkian leur donne en réalité l'espoir que la fin du régime islamique est plus proche qu'ils ne le pensent. Je veux dire, Shoshana, quel est ton avis sur tout cela, d'après tout ce que nous voyons des responsables du régime? Ils viennent pour des discussions. Ils ne viennent pas pour des discussions. Les discussions ont lieu. Maintenant, elles sont annulées. Je veux dire, on ne sait même pas qui est aux commandes en ce moment, n'est-ce pas? Nous n'avons aucune idée de qui est aux commandes en ce moment. Tu sais, est-il mort? Est-il vivant? Le journal dit une chose, X en dit une autre, et ça dépend de l'heure à laquelle tu lis les infos, qui est vivant, qui est mutilé, et qui, tu sais, fonctionne normalement. Je pense que ce que Goldie a dit est exact. Je pense que cela montre qu'ils sont dans le chaos. Cela montre qu'ils essaient de sauver la face, mais en même temps, ils sont en train de perdre pied. Et donc, si Dieu le veut, nous sommes au beau milieu de l'agonie de la République islamique d'Iran. Ce serait merveilleux. L'une des choses que nous avons souvent constatées avec cette guerre, et même avant, après le 7 octobre, c'est la déconnexion totale entre ce que rapportent les médias et la réalité sur le terrain. On observe le même schéma avec le régime islamique en Iran. Fleur Hassan Nahoum, tu sais à quel point les reportages ont été délirants. Tu as participé à de nombreuses émissions, comme Goldie, et souvent évoqué la question de la subversion. Que se passe-t-il dans les médias? Pourquoi l'Occident persiste-t-il à présenter cela? Si le régime est à genoux, pourquoi les médias montrent-ils autre chose? Je pense qu'il y a deux raisons. Je veux dire, je suis ici maintenant aux États-Unis et n'importe qui penserait que les Américains et les Israéliens sont en train de perdre la guerre. Quand on regarde la majorité des reportages, à l'exception de Fox News, bien sûr, tout le monde, et je parle avec des gens, quand je raconte tous les succès de cette guerre et tout ce qu'on a accompli, bien plus que prévu par les militaires, on me demande pourquoi n'a-t-on pas ces informations ici? C'est absolument incroyable de voir comment la République islamique a réussi à imposer sa propagande en Occident. Je ne parlerai même pas de l'Europe, mais en Amérique, on fait croire que c'était une guerre terrible menée par l'Amérique alors qu'il y a eu très peu de pertes. C'est vraiment incroyable qu'ils aient réussi à s'infiltrer et à manipuler les esprits en Occident, et c'est vraiment la seule cause qui leur reste. Ces idiots sont les seules cartes qu'il leur reste.
Et c'est très difficile pour moi de comprendre. Et la deuxième chose, bien sûr, et tu le sais, Goldie et Emily mieux que quiconque, ils seront à moitié morts et en train de saigner par terre et ils feront encore le signe fait en disant on a gagné, tu sais. Et ça, c'est quelque chose que l'Occident et les Occidentaux ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que la mentalité, c'est qu'ils pourraient être par terre sans jambes ni mains, comme apparemment Moustaba, qui est un pantin en carton, et il ferait quand même le signe V. Oui, je pense que c'est un problème récurrent observé non seulement dans les médias occidentaux, mais aussi chez les dirigeants occidentaux qui ne saisissent pas vraiment la situation. Cela nous amène au sujet suivant. L'administration Trump comprend-elle réellement la mentalité du régime islamique? Je veux dire, Goldie, j'aimerais beaucoup avoir ton avis là-dessus parce que tu es confronté à ça tous les jours. Je sais, enfin, on a vu certains très bons commentaires de la part de Trump, objectivement. Nous avons aussi vu des commentaires très problématiques de la part de Trump, objectivement. Alors, quel est ton avis? Est-ce qu'il comprend vraiment ce qui se passe? Y a-t-il une grande stratégie derrière tout ça? Ou est-ce qu'il est tout aussi dans le flou que tant d'autres dirigeants occidentaux qu'on voit? Eh bien, tout d'abord, je dois dire que je crois que Marco Rubio sait exactement ce qui se passe. Et c'est parce que Marco Rubio, étant donné qu'il vient de Cuba, il connaît bien la façon dont fonctionnent ces dictatures et ces sortes de dictatures communistes. Donc, Marco Rubio les connaît très bien. Je pense qu'avec le président Trump sait aussi qui ils sont, mais il ne montre pas encore tout son jeu. Et la raison pour laquelle je pense que le président Trump essaye de leur donner une dernière chance ou une chance de plus, c'est parce que malheureusement, il y a beaucoup de pression, non seulement de la part de la communauté internationale, mais aussi des démocrates. Ces personnes, cette alliance impie de la gauche et des Noirs aussi, du communisme et de l'islamisme, qui essaie de faire pression sur le président Trump pour qu'il s'engage diplomatiquement avec un régime islamiste terroriste brutal qui, depuis 47 ou 48 ans, ne cesse de scander mort à l'Amérique et mort à Israël. Je pense que le président Trump sait ce qui se passe. Mais en même temps, pour moi, il semble qu'il fait très attention aux moindres détails parce qu'il veut s'assurer que quand les États-Unis et Israël en arriveront au point où ils vont complètement anéantir le régime islamique, ce qui est d'ailleurs ce que nous, les Iraniens, voulons. Quand on en arrivera là et que certains diront qu'il aurait dû agir autrement, je veux dire, le président Trump dévoile vraiment ces terroristes pour ce qu'ils sont. Il prouve au monde qu'on ne peut pas négocier avec eux. Je veux dire, pensez-vous que c'est une erreur de plaider pour des négociations? Est-ce qu'il y a même un quelconque accord possible? Je veux dire, étant donné qu'on ne sait même pas qui dirige vraiment les choses, vous savez, enfin, on sait, c'est le CGRI, mais officiellement, on ne sait pas vraiment qui est aux commandes. Donc, est-ce qu'il y a même un intérêt à négocier? En fait, c'est surtout une question d'apparence, c'est ce que je veux dire. Le président Trump a clairement dit que seul un accord de reddition sans condition l'intéresse. Donc, le président Trump dit en gros au régime islamique qu'il y a deux façons dont cela va se terminer. Soit vous vous rendez sans condition, soit nous allons continuer nos opérations militaires. Et pour reprendre les propres mots du président Trump, bombarder. C'est donc ce que fait le président Trump ici. Mais comme vous pouvez le voir, même en ce qui concerne les négociations, elles n'avancent pas parce que le président Trump, samedi dernier, a dit « D'accord, nous allons faire les négociations samedi ». Puis c'était dimanche, puis c'était lundi, puis c'était mardi. Maintenant, c'est, vous savez, la semaine suivante. Et le président Trump a dit que nous n'allions même plus nous en préoccuper. Je ne vais même plus envoyer personne au Pakistan. Vous connaissez les conditions pour négocier? Voici notre accord. Appelez-nous. Je veux juste dire que le génie de ce que Trump a fait, et je le répète sans cesse, c'est que dans le passé, le temps jouait toujours en faveur du régime. Il continuait, vous savez, à jouer avec tout le monde, à faire traîner les choses et à maintenir les négociations en cours. Et pendant qu'ils faisaient cela, ils continuaient à développer leurs ambitions nucléaires et leurs capacités balistiques tout en réprimant leur propre peuple. Je pense que le génie de ce qu'a fait Trump, c'est d'inverser la situation. Aujourd'hui, ce sont eux qui manquent de temps et les Américains qui ont tout le temps devant eux. Parce que tant que le détroit d'Ormuz est bloqué, ils n'ont aucun revenu, ils n'ont aucune ressource et ils s'effondrent économiquement. Et je pense que ce dont Trump s'est rendu compte, c'est pourquoi devrais-je continuer à les attaquer? Ils dépérissent sans ressources. La Chine ne s'en mêle pas. La Russie reste tranquillement à l'écart. Donc, en gros, il est en train de les étouffer lentement.
et ils jouent avec eux comme ils ont joué avec tout le monde pendant des décennies et ils en profitent. Tu dis que Trump ne les comprend pas. Trump est comme eux. Il parle leur langage. C'est comme un gangster. C'est ce qu'est Trump. C'est pour ça que je l'aime autant. Je crois que je viens de lire, je ne me souviens plus, que 20 milliards de barils de pétrole ont quitté les États-Unis pour aller au Japon, non? Allô? Parlons de bouleverser la façon dont le monde fonctionne, la façon dont ces gens ont dicté le monde. Et je veux juste mentionner quelque chose à propos des médias. Vous savez pourquoi les médias n'en parlent-ils pas? Les médias ne vont rien rapporter de positif sur Trump à moins d'y être forcés. Ils détestent Trump. Ce n'est pas un secret. C'est très, très connu. Ils détestent tous Trump. Alors pourquoi diable les médias qui sont investis dans le fait de se débarrasser de Trump, qui détestent Trump, vous savez, je l'ai moi-même nié pendant très longtemps, mais ils l'ont fait. Ils ont menti sur le fait que Biden était compétent pendant très longtemps. Ils ont été complices de ces mensonges et ils ont menti aux Américains, au peuple américain. Je ne comprends pas pourquoi certains sont surpris que les médias traditionnels mentent toujours au peuple américain. Et toute personne qui continue à ne regarder que ces chaînes ne saura pas ce qui se passe réellement dans le monde. Eh bien, je pense que le problème le plus grave, c'est qu'ils induisent activement les gens en erreur, que ce soit consciemment ou non, mais au service du régime islamique en Iran et d'autres entités islamistes et d'autres entités anti-américaines. C'est le résultat de leur obsession contre Trump, ce qui m'amène à un sujet intéressant, la conférence de presse du prince héritier Reza Pahlavi. Il en a tenu plusieurs en Europe et il a eu des mots assez forts à l'égard des journalistes européens. Et je pense que c'était tout à fait mérité. Peut-on regarder cet extrait ? Je peux maintenant dire avec confiance que la censure, cette mise au silence, ne se produit pas seulement aux mains du régime en Iran, mais aussi par les médias internationaux et en particulier les médias européens. Pas un seul des 150 journalistes ne m'a posé de questions sur les 40 000 Iraniens massacrés dans les rues de mon pays les 8 et 9 janvier. Ici, au cœur d'un continent qui prétend défendre les droits de l'homme, la justice et la dignité, ces journalistes ont complètement abdiqué leurs responsabilités professionnelles et même leur objectivité morale. Il est clair pour moi que mes 40 000 compatriotes courageux et innocents, massacrés dans la lutte pour la liberté, n'intéressent guère ces journalistes. Ils semblent plus intéressés à critiquer l'Amérique, à se demander pourquoi les États-Unis et Israël ont tué le dictateur qui a massacré notre peuple pendant 47 ans qu'à critiquer le régime responsable de ces massacres. Comme vous pouvez le voir dans cet extrait, des mots très forts, et je pense à juste titre, face à l'hypocrisie et aux préjugés de cette sorte de classe élitiste européenne à laquelle appartiennent la plupart de ces journalistes. Au moins dans l'un des cas, il s'agissait d'une militante connue pour être anti-Israël et anti-Pahlavi. Mais la plupart d'entre eux adoptent simplement ce réflexe qui encourage la République islamique. Et je ne comprends pas cela. Goldie, quelle est ta réponse à tout ça ? Tu sais, je trouve que c'est vraiment honteux de voir l'extrême gauche, la gauche woke, les anti-Trump et les anti-Israël. Ils sont tellement focalisés sur leur haine d'Israël qu'ils en sont arrivés à... La seule façon pour ces personnes de donner un sens au soutien iranien envers Israël et les États-Unis, c'est de nous accuser d'être des agents israéliens ou des sionistes. Ou, vous savez, d'ailleurs, nous sommes sionistes, n'est-ce pas? En tant qu'Iraniens, nous croyons au droit d'Israël d'exister. Donc, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais pour eux, vous savez, parce qu'ils ont été tellement endoctrinés dans ce discours pro-Palestine, pro-Hamas, ils supposent simplement que tout le monde au Moyen-Orient pense de la même façon. Pendant ce temps, les Iraniens, nous avons une histoire très différente, une culture très différente. Et vous savez, Son Altesse Royale, le roi Reza Pahlavi l'a dit, il l'a parfaitement exprimé lorsqu'il répondait à cette personne d'extrême gauche en Allemagne. Vous savez, la relation entre l'Iran et Israël est biblique et rien ne pourra changer cela. Ce qui est vraiment honteux dans tout cela,
Surtout ce qui se passe dans les médias, c'est que il y a ces élites qui jugent les Iraniens. Et vous savez, j'ai été incroyablement choquée, mais malheureusement pas vraiment surprise, quand le prince héritier a dit qu'il y avait un homme politique allemand qui lui avait dit que les Iraniens n'étaient pas prêts pour la démocratie. Vous plaisantez? Laissez-moi vous dire quelque chose. L'Iran est en fait devenu une monarchie constitutionnelle en 1906. L'Allemagne n'est devenue une démocratie qu'en 1918. Cela n'a cependant pas duré très longtemps, comme vous le savez. Et en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'Holocauste, tous ces pays démocratiques d'Europe qui n'ont pas pu, assurer la sécurité du peuple juif pendant la Seconde Guerre mondiale, au moins 50 000 juifs ont fui l'Europe et ont cherché refuge en Iran pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, je trouve tout simplement honteux que ces politiciens prétendent maintenant que les Iraniens ne sont pas prêts pour la démocratie. Oui, Ils ne sont pas prêts pour la démocratie, mais les Palestiniens, oui. oui, exactement, oui. Ceux qui ont voté pour le Hamas, ils sont vraiment prêts. Ils investissent de l'argent dans cette cause démocratique palestinienne qui élit des terroristes. Voilà, c'est ça, l'hypocrisie. Sans même parler du fait que le peuple palestinien, la majorité d'entre eux, sondage après sondage, prouvent qu'ils ne sont pas vraiment partisans de la démocratie, qu'ils ne s'y intéressent pas. Et en plus, environ 95% d'entre eux soutiennent le terrorisme comme méthode de libération. L'idée que cette société, la société palestinienne, soit prête pour la démocratie est illusoire. Et ils disent ça alors qu'en même temps, ils critiquent le peuple iranien qui est sorti dans les rues et a sacrifié au moins 40 000 personnes pour cette cause. Je ne sais pas ce qu'il faudra pour faire comprendre cela aux dirigeants et aux élites européens. En Israël, nous connaissons bien ce genre de choses, le parti pris et l'hypocrisie de l'Europe. On l'a vu aussi après le 7 octobre Toshana. Je sais qu'on en a parlé dans cette émission, de la façon dont les médias ont réagi et comment ils ont pris la défense de ces organisations terroristes islamistes au détriment des voix iraniennes, au détriment des voix israéliennes. Quelle est ta réaction à cela? C'est toujours la même chose, un jour de plus. J'ai l'impression que plus rien ne me surprend vraiment maintenant. Je pense, comme je l'ai déjà dit, que je ne voudrais vraiment pas être à New York en ce moment. Je ne voudrais jamais ne pas savoir. Désolée, Fleur. Je ne voudrais vraiment pas vivre ça. À New York, c'est quand je sors. C'est juste que j'ai l'impression que ce n'est plus le même endroit. Je sens qu'il a été infiltré. J'ai l'impression que les États-Unis et les démocraties occidentales ont été infiltrés sans qu'ils s'en aperçoivent. Et c'est vraiment, vraiment dévastateur et triste pour moi de voir que les endroits où je marchais, les endroits où j'ai grandi, ne sont plus des espaces qui représentent ce que l'Amérique incarne. Ils ont vraiment été infiltrés. J'espère sincèrement qu'il n'est pas trop tard. J'espère qu'ils vont réagir car je ne sais pas. Cette voie ne semble pas prometteuse actuellement. Mais aussi, vous savez, cela témoigne d'une incompréhension fondamentale. La culture perse et la civilisation perse ne sont pas la même chose que la civilisation arabe. Ils mettent tout le monde dans le même sac. C'est ce que fait ce type allemand. Franchement, voyons. Oui, c'est juste, je veux dire, ils supposent que simplement parce que, vous savez, on vient de la même région, on est tous pareils. Ce qu'ils oublient aussi, c'est que si on veut parler de colonisation, les principaux colonisateurs du Moyen-Orient sont les Arabes musulmans. Sans vouloir les offenser, c'est la réalité. D'où l'hégémonie actuelle dans la région. Et très très peu de civilisations ont réussi à préserver leur identité et leur histoire. Et cela concerne bien sûr le peuple juif et les Iraniens, et il y a quelques autres petits groupes ici et là. Mais de loin, les deux plus grandes civilisations qui ont réussi à survivre à la colonisation sont les Juifs et les Iraniens. Vous savez, je dois dire qu'il y a encore un extrait que je voudrais diffuser. Une femme iranienne, une militante qui a affronté de nombreux autres militants, dont certains étaient des libéraux blancs. Qui dictait à cette femme iranienne ce que les Iraniens croient et pensent. Et on a vu tellement de choses comme ça ces dernières années. Je veux dire, 47 ans vraiment, mais surtout ces derniers mois. Goldie, je sais que tu as dû gérer ça presque sans arrêt. Beaucoup de critiques de la part de personnes en Occident qui pensent en savoir plus que ceux qui viennent réellement de ces régions ou qui y vivent. On le voit aussi avec Israël. Regardons cet extrait. Nous sommes tous heureux. Nous, les Iraniens, tu ne parles pas en notre nom. Je suis né là-bas. Ma famille y a vécu.
Tu ne parles pas en notre nom. Nous sommes très heureuses du président Trump. Nous sommes très heureuses. Beaucoup d'Iraniennes sont en colère. Non, de très près. Il n'y a pas beaucoup d'Iraniennes. Si, il y en a. C'est un mensonge. Nous sommes malades, nous les Iraniennes. Ma demi-sœur vit là-bas. Ma famille vit là-bas. Nous en avons assez que les libéraux blancs nous parlent de l'Iran et de son peuple. Nous aimons Benjamin Netanyahou et le président Trump pour leurs actions. Ils souhaitent nommer des villes en Iran en leur honneur. Merci de ne pas parler en notre nom. Comme vous le voyez, elle l'a vraiment remise à sa place. Je sais que nous n'avons pas encore abordé les salauds et les héros, mais elle pourrait être une héroïne. Je pense qu'il faut voir bien plus de ce type d'action, notamment de la part des Israéliens dans la région. Nous devons absolument le voir aussi de la part des Iraniens, parce que vraiment, du moins à mon avis, je ne vois pas d'autre moyen de faire passer le message au grand public tant que ce point n'est pas martelé encore et encore. Vous ne pouvez pas parler à la place des gens. Les Iraniens ont été clairs sur ce qu'ils veulent. Écoutez le peuple. Je veux dire, Goldie, quel est ton avis là-dessus? Tu sais, j'en ai vraiment assez que des non-Iraniens essaient de m'expliquer mon propre pays en pensant qu'ils savent mieux que moi ou mieux que ce que veulent les gens. Tu sais, au final, ça revient à une forme de colonialisme, une forme de racisme, non? Où ces non-Iraniens pensent, d'accord, genre, oh, toi, pauvre personne du tiers-monde, laisse-moi t'expliquer ce que tu devrais vouloir pour ton propre pays. Sérieusement? Non, non, merci. S'il te plaît, prends du recul, garde l'esprit ouvert et écoute. Parce que, tu sais, on ne serait même pas dans cette situation si Jimmy Carter et les démocrates n'avaient pas soutenu l'ayatollah en 1978, tu ne crois pas? Donc, tu sais, les gens, les démocrates, la gauche woke et les communistes, tu sais, ils ont déjà contribué à transformer l'Iran en un enfer islamique du 7e siècle. En ce moment, on essaye de rectifier leur erreur. Et on est vraiment reconnaissante d'avoir, tu sais, quelqu'un comme, tu sais, le président Trump et le premier ministre Netanyahou, tu sais, Israël et les États-Unis nous soutiennent. Et au final, c'est ça qui compte vraiment. Tu sais, l'Europe a montré qu'elle est insignifiante. Donc, tu sais, on est sur la bonne voie. Et je pense que quand l'Iran sera libre, on va voir un changement dans la géopolitique mondiale parce que je pense qu'on va revenir à cette alliance vraiment forte qui existait avant 1979 entre l'Amérique, Israël et l'Iran. Tu sais, Flair, on a aussi beaucoup vu ça en Israël. Des gens qui prétendent savoir mieux qu'Israël ce qui est bon pour sa sécurité. C'est drôle, tu sais, souvent, j'ai des débats avec des gens et ils me disent « Eh bien, Israël a eu tort dans sa façon de répondre au 7 octobre. » Et ma réponse est toujours la même. D'accord, qu'est-ce que tu aurais fait à leur place? Et ils n'ont jamais de réponse. Jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais de réponse. Ou alors c'est quelque chose comme « Oh, moi, je n'aurais tout simplement pas répondu. » D'accord, ça a vraiment du sens. Prendre 250 civils en otage et ne rien faire du tout. Oui, ça a vraiment du sens. Mais quelle est ta réponse à cette vidéo? Les experts de salon, vous savez, les héros du clavier, toutes ces personnes, ils n'ont aucune idée. Et je suis d'accord avec Goldie, c'est du racisme. C'est en fait l'expression du colonialisme. J'en sais plus que toi. J'en sais plus que ton vécu. Ton vécu n'est pas aussi valable que les livres que j'ai lus et que mon professeur qui m'a parlé. Et c'est très facile. Et c'est ce que, tu sais, quand j'ai eu cette conversation avec Gad Saad, tu sais, il a vraiment fait passer le message. Il a dit qu'ils vivent dans un petit laboratoire très protégé où leurs idées, aussi folles soient-elles, n'ont jamais besoin d'être testées. Mais pour les gens qui vivent sur le terrain, les idées qui sont testées les tuent, nous tuent les Iraniens. Mais eux, ils sont très à l'aise pour discuter dans leur petit laboratoire. Et c'est ce qu'on voit encore et encore. Et c'est honteux. Et je suis d'accord avec Goldie à 100%. Pour moi, c'est ça le vrai racisme. C'est le racisme des faibles attentes. Que faites-vous, vous les sauvages? Que pensez-vous, les Moyen-Orientaux, vous les barbares? Je vais vous en dire une meilleure. Honnêtement, je n'en peux plus. Et j'ai vraiment l'impression de vivre dans un monde à l'envers en ce moment. Oui, c'est fou parce qu'ils défendent une mentalité djihadiste du tiers-monde. Et en même temps, ils agissent comme s'ils étaient la puissance impérialiste. Avec Shoshana, on a beaucoup vu ça sur le campus. Les campements et la mouvance anti-Israël, tu sais, le mouvement Free. Ils ne croient même pas à leurs propres conneries. Ils n'y croient même pas eux-mêmes. Ils parlent de, tu sais, il faut être ceci, il faut être cela. Je peux être un chat, je peux être un chien, je peux être tout ce que je veux. Mais non, je veux dire, honnêtement, je n'ai jamais parlé comme ça avant l'année dernière. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous ne savez absolument pas de quoi vous parlez.
Vous n'aurez jamais à vivre selon vos propres idéologies. Vous n'aurez jamais vraiment à assumer, à passer à l'action. Vous parlez beaucoup, mais vous n'allez pas agir en conséquence. Vous dites ce que vous voulez, puis retournez chez Starbucks, payer 8 $ un café et blâmer les autres pour la hausse du pétrole sans savoir ce qu'il faut pour faire tourner le monde. Oui, parlons aussi d'une autre civilisation, le peuple libanais. Les Libanais demandent « Libérez-nous du Hezbollah », mais on leur répond « Non, 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 Israël, c'est le méchant ». Ils disent « Non, Israël, aucun problème avec eux, c'est le Hezbollah, nous sommes sous occupation. Non, vous ne l'êtes pas, ils font partie de votre société, même histoire ». Encore une fois, personne ne fait le lien ou ne veut le faire. Non seulement ça, mais l'Europe agit de même avec le Liban. Ils veulent s'impliquer et conclure des accords pour préserver le Hezbollah. Mais que faites-vous? J'étais ravie que les discussions excluent Macron car, franchement, la France doit... Enfin, je ne peux pas tout dire à l'antenne. Parlons aussi de la France qui a semé le chaos en Iran. Où l'ayatollah était-il caché jusqu'à ce qu'il le fasse sortir dans un jet privé? Ce sont des jets français. Oui, ce sont des vols français, exactement. Exactement. Des trahisons totales. Ces gens-là n'ont pas à subir de conséquences. Ils ne font pas face aux conséquences. Eh bien, je pense que l'Europe fait face aux conséquences. Ils ne s'en sont tout simplement pas encore rendus compte. C'est vrai. Je veux dire, nous devons conclure parce que nous devons passer aux salauds et aux héros, mais j'ai l'impression que je pourrais continuer à parler pendant encore 2 heures de combien l'Europe a été problématique, à la fois pour le peuple iranien et pour le peuple d'Israël et la communauté juive dans le monde entier. Mais je veux quand même passer à notre segment très populaire des salauds et des héros. Mais avant tout, nous allons commencer par le salaud. Shoshana, qui as-tu choisi pour nous comme salaud cette semaine? Je reconnais que je n'avais jamais entendu parler de cet homme avant de le voir sur Internet. C'est le chanteur principal des Strokes. Je crois qu'il s'appelle Julian Casablancas. Il était là, vous savez, ils parlent dans leur carte de métro car c'est leur gimmick chez Subway Talks ou Subway Takes ou quelque chose comme ça. Il a demandé ce qui était une opinion impopulaire et ce gars a dit « Eh bien, les sionistes américains bénéficient de tous les avantages du privilège blanc, mais ils agissent comme s'ils étaient des Noirs pendant l'esclavage. » Et le gars a répondu « Oh, à 100%, mec, à 100%. » Les sionistes américains bénéficient, tu sais, des avantages liés aux privilèges blancs, mais parlent comme s'ils étaient des Noirs pendant l'esclavage. Je suis 100% d'accord. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi choquant où ils disent « Je suis tellement opprimé. Je suis une personne opprimée. » Je me dis, tu vas à un mariage à Tel Aviv en ce moment alors qu'il y a 80 000 morts. Et plus encore, plus de 80 000 morts, y compris des femmes et des enfants, à moins d'1 kilomètre de là. Parlons des gens qui parlent beaucoup mais qui n'agissent jamais. C'est tellement facile de faire du juif votre souffre-douleur, votre bouc émissaire, parce que vous ne dites pas juif, vous dites sioniste américain. Et ensuite, utiliser un vrai point sensible pour les Américains et dire qu'ils se croient des Noirs pendant l'esclavage. Ah, vraiment? Montre-moi un juif new-yorkais qui pense être opprimé comme une personne noire pendant l'esclavage. Montre-le-moi, espèce d'idiot. Montre-le-moi. J'ai beaucoup de mots new-yorkais pour toi. C'est révoltant que ces deux-là puissent que ces deux hommes blancs puissent avoir cette conversation dans un fichu métro new-yorkais et parler des Juifs comme ça. C'est révoltant. Et tu penses que tu es une sorte de héros? Tu penses que tu es une sorte de donneur de leçons, mec? Tu n'es qu'une ordure, un déchet, un salaud, si tu préfères. Je suis d'accord, c'est clairement un salaud. Ce qui est dommage parce que je pense qu'au moins un de ses camarades de groupe est à la fois juif et pro-Israël. Eh bien, quelqu'un devrait lui dire quelque chose. Oui, quelqu'un devrait s'asseoir avec ce type et l'emmener faire un tour dans le métro la nuit. Oui, exactement. Laura, qui est ton salaud de la semaine? Oh mon Dieu, il y en avait tant à choisir et je ne connais même pas son nom. Mais je suppose qu'il représente simplement la crapulerie générale des hypocrites qui appellent au boycott. Celui-ci vient de Belfast. Et, vous savez, au fil des années, nous avons tous vu le mouvement BDS qui a eu très peu d'effets réels sur notre économie, mais qui a eu un impact bien plus important sur le plan psychologique, surtout pour les communautés juives à travers le monde. Israël exporte aussi de nombreux produits formidables, notamment des produits alimentaires, et des gens ont boycotté. D'accord, vous ne voulez pas acheter le produit? Ne l'achetez pas.
Non, mais ce salaud a décidé à Belfast d'aller encore plus loin. Et au lieu de ne pas acheter le produit, de boycotter le produit, de dire à ses amis de ne pas acheter les produits, il a décidé de prendre un chariot, prendre tous les produits israéliens des rayons et de les mettre dans ce chariot et simplement les retirer des rayons pour que les gens ne voient pas qu'il y a des produits israéliens sur les étagères. À quel point faut-il être raté pour faire ça? Tu n'as pas de vie? Ces gens non plus? Je commence à me demander, car nous toutes ici, mesdames, sommes occupées. Vous imaginez prendre 2 ou 3 heures de votre journée? Imaginez ça, retirer tous les produits d'un pays qu'on n'aime pas des rayons, juste pour pouvoir dire que vous avez enlevé tous les produits. Trouvez-vous une vie, bande de losers. Vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Un jour, vous allez vous réveiller et en attendant, vous êtes de magnifiques crapules, crapules de la semaine. Non seulement ça, mais il oblige aussi les personnes qui travaillent au salaire minimum à devoir s'asseoir là et trier tout ce qu'il met dans le chariot pour ensuite le remettre en rayon. Quel genre de héros êtes-vous? Eh bien, voilà à quel point ce mouvement de boycott a toujours été ridicule. L'un des plus grands employeurs en Judée, en Samarie, en Cisjordanie, c'était SodaStream. Il y avait des milliers d'employés qui travaillaient pour SodaStream, une entreprise formidable qui gazéifie l'eau. Et à cause de ce mouvement BDS, l'entreprise a dû fermer son usine. Cette usine employait des milliers de Palestiniens de Cisjordanie, de Judée-Samarie, des Palestiniens, et ils ont dû la déplacer dans le sud, où maintenant, bien sûr, elle emploie des Bédouins. Qui s'en soucie? Le fait est qu'ils ont causé du tort aux mêmes personnes qu'ils prétendent vouloir aider. Ce sont des perdants. Je veux dire, c'est exactement ce qu'on a vu. Donc, je reviens toujours au campement d'aujourd'hui, mais c'est la même chose qu'on a vu avec eux. Je veux dire, ce sont des enfants privilégiés et gâtés qui n'ont jamais eu à faire face aux réalités du monde, comme Mamdani, tu sais, qui était rappeuse. C'était son métier avant d'être mère. Ces gens-là n'ont jamais travaillé un jour de leur vie. Ils mènent des vies privilégiées, prônant les valeurs du socialisme ou du communisme, ou même de l'islamisme, alors qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est que de vivre sous ces idéologies. Et ce faisant, ils manquent de respect, dénigrent et rabaissent les personnes qu'ils considèrent comme inférieures à eux. Et dans leur cas, nous parlons des agents d'entretien de l'Université Columbia, dont 2 ont même été pris en otage, si vous vous souvenez bien. Ils n'ont aucun respect pour les autres membres de la société, y compris les groupes marginalisés. C'est l'hypocrisie ultime, vraiment l'hypocrisie ultime. Définitivement, c'est un bon salaud, même si c'est tout un groupe. Oh oui, Goldie, qui est ton salaud de la semaine? C'est ta première fois, non? Oui, c'est la première fois. Oui, c'est la première fois. Je suis un peu nerveuse, sois indulgente. Alors, mon salaud de la semaine, c'est cette politicienne européenne qui a dit que les Iraniennes ne sont pas prêtes pour la démocratie. En fait, toutes les politiciennes européennes qui attaquent les Iraniennes et prennent le parti du régime islamique. Et bien sûr, les médias européens de gauche, elles ont été dénoncées par le prince héritier Reza Pahlavi. Donc pour moi, ce sont mes salauds de la semaine. D'accord, certainement un salaud digne de ce nom. Mon salaud de la semaine est aussi quelqu'un de très problématique. Ce n'est pas une seule personne en réalité, c'est tout un tas de gens, toute une vague de haine que nous avons vue en ligne. Je pense qu'une des personnes, et je n'ai jamais été une partisane d'elle ni de son défunt mari, vous savez, avant son assassinat, mais Erika Kirk, dont le mari, Charlie, a été si brutalement assassiné dans une vidéo horrible. Elle a vraiment été mise à rude épreuve depuis son assassinat. Et malgré cela, je pense que d'après tout ce que j'ai vu et entendu, elle s'est vraiment comportée avec beaucoup de sang-froid et de grâce dans toutes les situations. Et vous savez ce que nous avons vu cette semaine avec la tentative d'assassinat du président Trump lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche avec cet individu qui a fait irruption ou a tenté de faire irruption dans la salle de bal. Il y a eu des vidéos qui ont été diffusées immédiatement après qu'Erika Kirk ait été escortée dehors par la sécurité en larmes, ce qui est compréhensible, disant quelque chose comme « Je veux juste rentrer chez moi, je veux juste rentrer chez moi ». Regardez, cela m'a brisé le cœur, car cette personne traverse manifestement beaucoup de choses. Elle souffre clairement de SSPT, ce qui est compréhensible. Et elle a été plongée dans une nouvelle situation où, vous savez, elle doit faire face une fois de plus à cette violence atroce, horrible, une violence politique. Il est tout à fait compréhensible qu'elle soit bouleversée. Et pourtant, au lieu de voir les gens comprendre cela sur les réseaux sociaux, nous avons assisté à un déferlement de haine, l'accusant de faire du cinéma, d'être une actrice. Écoutez, si vous pouvez agir ainsi et garder assez de maîtrise émotionnelle pour penser consciemment « Je vais faire mon numéro »,
Franchement, vous méritez un Oscar. Il est évident que ce n'était pas le cas ici. Cette femme, profondément traumatisée, a subi un incroyable déferlement de haine. Et honte à toutes ces personnes qui utilisent cette vidéo et cet événement, ce tragique événement, comme une occasion de l'attaquer et de la diaboliser. C'est écœurant. Vous êtes tous des ordures absolues. Personne ne devrait participer à cette campagne de haine contre Erika Kirk, quels que soient vos points de vue politiques. Donc ce sont mes ordures de la semaine. Mais c'est ce qu'ils font, non? Ils diabolisent complètement, ils déshumanisent la personne qui ne leur ressemble pas, qui ne pense pas comme eux ou qui ne croit pas comme eux. C'est une déshumanisation. Et dès que vous déshumanisez quelqu'un, rien de ce qu'il fait, rien de ce qu'il ressent, aucune expérience qu'il a vécue ne mérite d'être prise en considération, ne mérite d'empathie. C'est la déshumanisation en action. C'est ce que vous voyez. Pour moi, le fait est que, vous savez, dans le judaïsme, il y a ce concept selon lequel il faut protéger les veuves et les orphelins. Et le fait que cette femme, que vous soyez d'accord ou non, que vous l'aimiez ou non, elle a perdu son mari. Il a reçu une balle dans le cou devant elle et ses enfants. Et maintenant, elle a vécu une autre fusillade, ce qui, bien sûr, l'a retraumatisée. Et le fait que des gens l'attaquent parce qu'elle est retraumatisée, je ne comprends tout simplement pas comment les gens peuvent être aussi cruels. Je ne comprends pas. La seule explication, c'est la jalousie. Comme Candace Owen, elle est jalouse d'elle. Je ne comprends pas qui peut envier une veuve ayant perdu son jeune mari. Je ne comprends pas comment les gens peuvent être aussi méchants. C'est vraiment le niveau le plus bas de l'humanité. Et il suffit de regarder les réseaux sociaux pour trouver le véritable cloaque de l'humanité. Mais tu sais, avant de conclure, je veux quand même parler de nos héros de la semaine. Comme toujours, on aime finir sur une note positive. Flair, qui est ton héros cette semaine? Donc, puisque je suis aux États-Unis, mon héros, et il a vraiment été imperturbable, c'est John Fetterman. Récemment, il y a eu ce vote au Congrès concernant la vente, pas le don, la vente à Israël de quelques D9 des bulldozers. C'est comme ça que nous faisons une partie du travail nécessaire pour éliminer l'infrastructure terroriste à Gaza et ailleurs. On ne les reçoit pas en cadeau, on les achète. Et les démocrates ont massivement voté au Sénat, pas au Congrès, pour ne pas vendre cela à Israël. Et John Fetterman faisait partie, je crois, des 6 ou 7 démocrates qui ont voté, bien sûr, contre le boycott de la vente. Et vous savez, depuis le 7 octobre, il est resté complètement imperturbable. Des gens viennent chez lui, ils manifestent, certains ont essayé de le faire tomber. Et il a dit « Je soutiens Israël ». Ne me cherchez pas. Et la meilleure chose que je l'ai entendu dire la semaine dernière, c'est « Si je dois être la dernière démocrate au Congrès à soutenir Israël, alors c'est ce que je serai. » Et il est toujours démocrate et il soutient toujours Israël. Et il se fiche que ce soit populaire ou non. Il fait ce qui est juste. Nous sommes la force du bien, vous savez, tout comme Israël. Si vous devez critiquer un camp, choisissez le nôtre. Soutenez notre allié privilégié. Et maintenant, alors que les démocrates continuent d'abandonner Israël, je serai le dernier à tenir bon si c'est nécessaire. De nos jours, c'est rare de voir ça en politique. Des gens qui ne regardent pas les sondages avant de décider ce qu'ils vont faire parce qu'ils sont lâches. Ils décident quoi faire, lui. Ça, c'est du vrai leadership. Sénateur John Fetterman, vous êtes mon héros cette semaine. C'est vraiment un grand héros et quelqu'un qui a été très cohérent sur toutes ces questions depuis très longtemps. C'est vraiment digne de respect, peu importe vos opinions politiques. Il nous faut vraiment plus de politiciens comme ça. Dommage que Goldie ne soit plus députée. On a besoin de personnes comme elle. Reviens, Goldie. Oui? Tu sais quoi? C'est le prix à payer pour dire la vérité au Canada. Les djihadistes s'en prennent à toi et t'accusent d'islamophobie. Mais voilà, je ne sais pas. Je considère quand même cela comme un insigne d'honneur d'avoir été accusé de ça. Eh bien, Tu pourrais être ministre des Affaires étrangères de l'Iran libre, Goldie. Tout va bien. bien sûr, Oui? absolument. Goldie, qui est ton héros cette semaine? Donc, mon héros de la semaine, c'est en fait toute la communauté Iran Revolution Live. Donc, je fais des lives tous les jours avec mon co-animatrice Armin depuis maintenant 120 jours. Et nous avons développé cette communauté de personnes qui nous regardent sur différentes plateformes. Vous savez, sur YouTube, sur X, sur Rumble, sur Kik, sur Twitch.
Et vous savez, ce sont des personnes du monde entier. Donc, vous savez, des Américains, des Israéliens, des Européens, des personnes du Moyen-Orient, des personnes d'Asie et, vous savez, d'Amérique du Sud, de partout dans le monde. Donc, notre communauté Iran Revolution Live a tellement grandi. Et vous savez, de plus en plus de personnes nous rejoignent chaque jour. Et vous savez, nous avons des conversations incroyables lors de nos diffusions en direct, dans les discussions. Et donc, vous savez, la raison pour laquelle je suis même motivée à continuer de faire des diffusions en direct chaque jour pour sensibiliser à l'Iran, c'est à cause de cette communauté de personnes. La plupart ne sont pas iraniens, ils n'ont pas à s'en préoccuper, mais ils le font. Ils sont avec nous et sont devenus comme une seconde famille pour moi. Vous savez, je les appelle mes compatriotes, mes amis Hans. Donc, mon héros de la semaine, c'est la communauté Iran Revolution Live. Un grand merci à vous tous. Je vous aime. Merci pour tout. Et Armin est incroyable. Nous l'aimons aussi. Et Goldie? Je crois que c'est grâce à cette communauté, à l'un de vos lives, que vous avez révélé que le travail de Tucker Carlson, les interviews de Tucker Carlson, étaient diffusés en Iran pendant la coupure. Oui, Tucker Carlson. Qui d'autre? Chunk, ton débat avec Chunk. Oui, Chunk. Ils ont également montré des publications de Chuck Schumer. Ils ont utilisé des publications de Chuck Schumer et de Marjorie Taylor Greene pour attaquer le président Trump. Nous l'avons aussi remarqué. Nous avons remarqué de nombreux faits intéressants sur la télévision d'État de la machine islamique. Waouh, ils sont vraiment en train de rater leur coup avec ça. Shoshana, qui est ton héros? Désolé. L'islamique? Régime. Le régime islamique adore les démocrates. Disons-le comme ça. Il les adore. Ils font le boulot pour eux, donc j'imagine que c'est logique. Shoshana, qui nous proposes-tu? Qui est ton héros cette semaine? Mon héros, c'est, le Secret Service en général pour avoir fait leur travail comme ils l'ont fait l'autre soir. Et l'agent du Secret Service qui a réellement pris une balle, si j'ai bien compris, et quand ils ont neutralisé le tireur, ça a été comme ça pendant toute la présidence de Trump. Et la deuxième présidence est tellement folle, c'est tellement dingue en tant qu'Américaine. Et c'est la troisième, si ce n'est la quatrième, tentative contre sa vie, d'après ce que je comprends. C'est fou, c'est dingue. Et je dois, tu sais, alors qu'on parle de personnes qui ne peuvent pas voir les autres comme des êtres humains, même s'ils ne sont pas d'accord avec eux. On parle de ceux qui déshumanisent Erika Kirk pour sa réaction. Il y a des gens qui comprennent que c'est mon travail. Tout le monde a droit à la liberté de la presse, à la liberté d'expression, tu sais, à la liberté d'être qui tu es aux États-Unis d'Amérique. Et le Secret Service reste vraiment très vigilant en protégeant les personnes qu'il doit protéger. Et je dois dire qu'Émilie et moi regardions un peu ces photos à l'avance en observant comment les hommes dans la pièce réagissaient à ce qui se passait et comment les gens sur Internet parlent des différentes façons dont les hommes réagissaient à la situation. Certains mangeaient comme si de rien n'était. D'autres se penchaient sur leurs épouses. Certains s'éloignaient de leurs épouses. Très intéressant. Globalement, le Secret Service ont très bien travaillé. Je souhaite simplement les remercier. Vous êtes mes héros cette semaine pour avoir sauvé la mise. Ils le sont vraiment. Je veux dire, ils ont fait des heures supplémentaires avec le président Trump, ça c'est sûr, avec toutes les menaces auxquelles il fait face. Mais ils font vraiment face, surtout en ce moment, à tous les efforts du régime islamique, à quel point ils ont infiltré l'endroit, même aux États-Unis, à différents endroits. Eh bien, ils ont essayé de le tuer 2 fois. Ils ont essayé de l'avoir 2 fois. Oui, au moins 2 fois. Au moins non, la République islamique a essayé. Oui. Eh bien, vous savez, dans le même ordre d'idées sur l'Iran, mon héros cette semaine est le prince héritier, Reza Pahlavi. On lui a posé une question par quelqu'un que j'ai mentionné brièvement plus tôt, un agitateur anti-Israël bien connu qui se fait passer pour un journaliste, un ressortissant allemand en fait. Et il a posé une question à Reza Pahlavi, insinuant qu'il est un agent israélien. Regardez ce qu'il a répondu. Beaucoup de gens dans le monde pensent que vous êtes un agent israélien. L'êtes-vous? Non, mais je suis ami d'Israël et des Juifs, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'encore une fois, en tant que descendants de Cyrus le Grand, nous sommes fiers du fait que le fondement même des droits de l'homme a eu lieu à l'époque où Cyrus le Grand a créé son cylindre qui est exposé dans le monde entier. C'est ce à quoi on fait référence dans toutes les nations, car les Nations Unies ont repris ces principes mêmes de liberté lorsque Cyrus le Grand a libéré les esclaves juifs à Babylone et les a aidés à reconstruire leur temple à Jérusalem. Les Iraniens et les Juifs ont une relation biblique. En fait, ce sont les 2 seuls pays qui peuvent s'en prévaloir.
Dans l'histoire moderne, l'Iran n'était pas le seul pays du Moyen-Orient à avoir accueilli des Juifs qui fuyaient. Hitler et son régime, et qui ont trouvé refuge en Iran. Cela fait partie de notre histoire, cela fait partie de notre tradition d'accueillir les personnes persécutées. Les Juifs en Iran pouvaient pratiquer leur foi avant la Révolution et de défendre la restauration de leurs droits et ceux des autres religions en Iran, car la liberté religieuse doit être protégée parmi les droits de l'homme. C'est ce que je défends, et je n'ai pas besoin d'être l'agent de qui que ce soit pour cela, mais je suis le représentant de mon peuple, je suis le représentant du peuple iranien. Comme vous pouvez le voir, il a fait preuve d'une grande classe, comme d'habitude de la part du prince héritier Reza Pahlavi, dans la façon dont il a répondu à cette question extrêmement ignorante et, franchement, offensante adressée au prince héritier. Et malgré cela, il y a répondu ouvertement, honnêtement, et en plus, il a renvoyé la balle à l'arrogance européenne qui a permis à ce journaliste allemand de poser la question en premier lieu. C'est quelque chose que nous avons beaucoup vu de la part de nombreux journalistes des médias occidentaux envers Reza Pahlavi. Il y a une sorte d'animosité à son égard. Il lui pose sans cesse les mêmes questions auxquelles il a déjà répondu. Cet homme a passé des décennies à expliquer très clairement son idéologie. Ce qu'il veut voir en Iran, c'est une transition démocratique. Il plaide pour une monarchie constitutionnelle ou quoi que ce soit que le peuple iranien décidera par le biais d'un référendum national. Nous parlons d'un leader de transition, pas d'une monarchie ni d'une dictature, contrairement à ce que tous les détracteurs aiment présenter. C'est une déformation totale de tout ce qu'il a défendu. Et malgré cela, je pense qu'il s'est vraiment affirmé en tant que leader. Et quand j'ai vu comment il a répondu lors de ses conférences de presse à certaines de ces questions tout simplement ridicules, avec intégrité, clarté et élégance, c'est ça un vrai leader. Et vous savez, comme je l'ai mentionné, Donald Trump a fait de grandes déclarations, mais au bout du compte, Donald Trump est un homme de spectacle. C'est un homme d'affaires, mais c'est un homme de spectacle. Et le prince héritier Reza Pahlavi n'est pas du tout comme ça. Le prince héritier est un leader de son peuple. Et il est clair qu'il est prêt à se sacrifier et à faire littéralement tout ce qu'il faut, comme il l'a dit, y compris donner sa propre vie, afin de s'assurer que le peuple iranien soit libre. Et c'est ce genre de personnalité que nous devrions promouvoir, que nous devrions défendre. Et cela me rend très triste de voir cette même classe élitiste dont nous avons parlé plus tôt dans cette émission, le critiquer de mauvaise foi, sans écouter ce qu'il a réellement dit et ce qu'il a réellement fait. Ils disent qu'il n'a qu'une coalition de soutien très restreinte. Ce n'est pas vrai. Tous les sondages auxquels nous avons eu accès, avec des degrés de crédibilité variables, ont démontré qu'il est la personnalité la plus populaire en Iran, à l'intérieur du pays, ainsi qu'au sein de la diaspora, avec une avance d'au moins 10 points. Donc, les faits sont cohérents depuis de nombreuses années. C'est l'Occident qui choisit délibérément d'ignorer cela, aussi bien dans les médias qu'au niveau des dirigeants. Et cela ne peut pas durer. Si le peuple iranien est prêt à risquer sa vie, s'il est exécuté dans les rues, parce qu'ils sont sortis et n'ont scandé qu'un seul nom et un seul, celui du prince héritier Reza Pahlavi, ensuite, la communauté internationale doit aux Iraniens de les écouter et d'arrêter de parler à leur place lorsqu'ils disent que c'est ce qu'ils veulent. Donc, Reza Pahlavi est mon héros cette semaine, et il l'a été pendant de nombreuses semaines avant cela aussi, mais surtout pour son travail remarquable cette semaine face à la véritable intolérance venue d'Europe et à d'innombrables autres attaques également. Nous avons presque terminé cet épisode, sauf si vous avez des commentaires finaux. Oui, Goldie, vas-y. Émilie, je voulais juste te remercier, toi et tout le monde ici. Je veux dire, surtout toi, Émilie. Tu as été une défenseur tellement passionnée des Iraniens. Tu sais, tu as pris le temps d'écouter, d'apprendre. Tu sais, tu as aidé à amplifier nos voix. Donc, je veux juste dire, au nom de la communauté iranienne, à quel point nous t'aimons et t'apprécions vraiment, toi et tout ce que tu fais. Donc, tu sais, j'espère qu'un jour, dans un Iran libre, tu pourras être l'ambassadrice d'Israël. Eh bien, quand cela arrivera, tu devrais m'inviter à toutes les fêtes. Nous devons d'abord libérer l'Iran. Bien sûr. Bien sûr, mais non, je voulais juste dire à quel point tout le monde t'apprécie vraiment, vraiment. Et tu sais, on vous aime tous. Alors merci, c'est magnifique. Merci. En Israël, nous soutenons beaucoup le peuple iranien. Nous nous sentons plus proches que jamais, car malheureusement, nous faisons face aux mêmes problèmes. Je pense qu'il est temps de conclure aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi The Quad.
Merci à Goldie Fleur, bien sûr, qui nous rejoint à distance, et Shoshana ici en studio. Merci de nous avoir rejoints et on se retrouve la semaine prochaine sur JNS On the Quad.